Et voilà. Donc, vous voyez bien l'image et puis vous entendez bien ma voix. C'est beau. Hier, c'était l'anniversaire de Thaï. Il a 95 ans hier. Donc, je me permets de vous inviter à me joindre pour souhaiter une joyeuse continuation à Thaï. Alors, cher Thaï, cher Sangha, comme annoncé, ma causerie ce soir est sur les 4 sortes de nourriture, telles que enseignées par le Bouddha. Vous avez déjà tous reçu le texte du sutra sur les 4 nourritures. Mon but ce soir est de vous exposer mon point de vue sur ces 4 nourritures. Je vais commencer avec la première nourriture. La nourriture première est appelée la nourriture comestible. Comestible venant du mot latin comestibilis, qui veut dire simplement mangeable. Cette nourriture se consomme par la bouche, mais on oublie souvent que l'eau, qui est une nourriture liquide, essentielle pour notre survie, est une source bien précieuse que vous allez voir dans les prochaines diapos. Alors, comme un bon pratiquant de la pleine conscience et vivant dans une époque intéressante, nous nous sommes disposés de plusieurs connaissances, c'est-à-dire le savoir. Nous devrons être capables de pratiquer la vision profonde pour faire de bons choix alimentaires. Et cet exercice que je vais vous exposer par la suite, mais avant de passer à cet exercice de choix des aliments, je dois dire que le Bouddha a parlé de 4 nourritures et à chaque nourriture, selon le sutra que vous avez reçu, il invitait ses disciples à associer à ces nourritures des visualisations que je qualifie comme horribles. Par exemple, quand on consomme de la nourriture comestible, le Bouddha nous demande de s'imaginer comme si on est en train de consommer la chair de notre propre enfant. Je trouve ça terrifiant. Mais je pense que le Bouddha a employé ces contemplations très fortes. C'est surtout pour nous mettre en garde du danger que nous encourons en consommant sans réflexion et sans conscience. Donc, je vais commencer avec le bon choix de la première nourriture. Alors, il s'agit d'une liste qu'on peut trouver sur tous les liens de la santé publique du Canada ou du Québec. Il faut qu'on soit capable de faire une sorte de choix. Ces guides alimentaires nous conseillent de consommer des aliments surtout d'origine végétale, tels que légumes et fruits, des aliments à grains entiers, des aliments protéinés d'origine végétale. Et on devrait varier nos aliments de tous les jours et ne pas manger la même chose pendant des jours.
Et surtout, il faut limiter les aliments hautement transformés. Ces aliments hautement transformés peuvent comprendre des aliments frits, les boissons sucrées, les viandes transformées et surtout les gâteaux, les chocolats, les friandises, les bonbons trop sucrés, des plats emballés prêts à chauffer et surtout aussi des céréales pour le petit déjeuner très sucrés. Et on nous conseille aussi de consommer du bon gras. Ces bons gras se retrouvent dans presque toutes les huiles végétales. Et comment faire un bon choix? Il faut apprendre et utiliser les étiquettes des aliments. Avant que j'étais malade, c'est rare que je regarde ces étiquettes. Mais après le coup d'hospitalisation en janvier 2018, on m'a dit de ne pas manger des plats qui contiennent trop de potassium et de sel. Alors depuis ce temps-là, j'apprends à regarder ce qu'on appelle les étiquettes des aliments. Alors ces étiquettes alimentaires nous permettent de savoir quels ingrédients sont présents dans un produit alimentaire. Sur ces étiquettes devrait paraître le pourcentage des valeurs quotidiennes, devrait paraître la liste des ingrédients, la teneur nutritive et parfois aussi des allergènes alimentaires et puis aussi la limite ou la durée de conservation. Il faut qu'on reste vigilant aussi face au marketing alimentaire et développer des habitudes alimentaires saines. Ça, c'est un peu difficile, surtout quand on est habitué, comme moi, à un régime au riz blanc pendant des années avant d'arriver au Québec. Ça a pris du temps avant que j'arrive à adopter et adapter moi-même aux habitudes alimentaires du pays. Et puis le temps a changé aussi. Aujourd'hui, on est devant un vaste choix d'aliments vraiment sains venant de tous les coins du globe. Et puis, on se rappelle aussi de la 5e contemplation avant de manger, que Thay nous incite de consommer de telle manière que l'on puisse cesser de contribuer au changement climatique et à préserver notre planète. Ça, c'est un vrai Koan ou Koan. C'est un sujet très, très complexe. Et puis, chacun de nous, on peut y penser, on peut y chercher, on peut y investiguer, on peut faire plein de recherches pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire parce qu'il s'agit d'un regard profond parce que tout est interrelié. Et donc, je passe au diapo suivant pour vous montrer comment j'ai découvert, enfin j'ai déjà découvert, mais comment j'ai découvert récemment que l'eau est si précieuse. C'était grâce à cette dame. Elle s'appelle Nathalie Lasselin. C'est grâce à elle que j'ai appris que 80% de l'eau du robinet de Montréal, 80% de cette eau viennent du fleuve Saint-Laurent, imaginez-vous. Je ne savais pas ça avant. Et puis, cette eau-là a déjà été traitée avant d'être envoyée dans les maisons. Alors, cette dame, elle a nagé, elle a fait le tour de l'île de Montréal, 70 km en plongée. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Sous le fleuve, l'Odyssée à la rescousse du Saint-Laurent ». Elle a été interviewée par
plusieurs chaînes de télévision et elle a envoyé un message au peuple québécois et du monde entier étant une prise de conscience collective face à la fragilité de cet immense réservoir d'eau douce que trop des gens considèrent uniquement comme une voie maritime, comme une autoroute, quoi. Elle a sonné l'alarme dans l'entrevue avec la Radio-Canada que l'heure est grave en ce qui concerne la diminution des réserves d'eau potable et l'explosion des coûts pour la traiter. Imaginez-vous qu'elle a dit que, selon l'OMS, un être humain a besoin de 100 litres par jour pour vivre d'une façon confortable. Mais les Montréalais consomment quelque chose comme 282 litres d'eau potable par jour. C'est incroyable. Elle a conclu l'entrevue en disant que notre consommation des Montréalais est irresponsable, qu'elle a dit. Et j'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que ça indique que vraiment c'est d'autant terrifiant ce qu'on a vu avec le Bouddha, mais elle a montré presque la même chose. Elle a dit que c'est très grave. Le diapo suivant, je vous fais une petite révision des 18 domaines de l'existence humaine. Ces 18 domaines, nous avons fait le contact en récitant le sutra du cœur, c'est-à-dire le sutra de la grande compréhension, qu'on récite chaque fois qu'on a la récitation des 5 entraînements. Hein? Là, tout le monde voit? Oui. D'accord. Alors, comme je disais, c'est une révision des 18 domaines qu'on a souvent récités dans le sutra du cœur, le sutra de parfaite compréhension. Nos 6 organes de sens, ayatana, sont en contact avec les objets de sens qui donnent lieu à 6 éléments de la conscience dans notre cerveau, bien sûr, dans notre esprit. Forme, yeux, son, oreille, fragrance, nez, saveur, goût avec la langue, objet tactile avec le corps, objets mentaux avec esprit. Et ça, c'est juste un résumé. Je vais aller un petit peu plus en détail. Alors, dans le bouddhisme, on parle de 8 sortes de conscience. Si on a le temps un jour, on étudiera plus en profondeur. Mais il y a un livre que vous pouvez facilement lire, qui est en français, écrit par Thay, dont le titre est « Pour une métamorphose de l'esprit ». Et vous avez les explications de ces 8 consciences en détail dans ce livre. Ici, je vous donne un tableau de résumé. Les 5 premières sont les consciences sensorielles, liées aux 5 facultés sensorielles des organes des sens. La conscience visuelle, donc on vient de voir que l'organe correspondant désigné de façon simplifiée par l'œil. La conscience auditive, oreille. La conscience olfactive, le nez. La conscience gustative, la langue. Et la conscience tactile, le corps entier. Ces consciences perçoivent les objets extérieurs, qui sont les formes, les sens, les odeurs, les saveurs, et le champ du tangible. Elles les perçoivent directement sans leur ajouter de discrimination conceptuelle, telles que bon ou mauvais, agréable ou désagréable, etc. Ce sont des consciences non conceptuelles qu'on qualifie de perception directe. Alors là vient la conscience mentale. Elle est connectée aux 5 consciences sensorielles.
L'épistémologie bouddhiste vous dira que, comme conceptuelle, c'est-à-dire, en effet, elle détermine par exemple si une perception visuelle est plaisante ou déplaisante, qu'un objet est grand ou petit, etc. Les cinq conscients sensoriels extravertis sont comme un muet dont la vue est intacte. Il voit toutes sortes de choses, mais il ne peut pas les décrire. Alors qu'à l'inverse, on compare la conscience mentale à un aveugle qui possède la faculté de parler. Il est capable de décrire des choses, mais pas de les percevoir directement. Et la suite, c'est la conscience voilée, dont la définition simple est donnée sur le diapositive. La septième conscience s'appelle Manas, en langage sanskrit. Elle est une base sensorielle pour la conscience mentale, car les objets mentaux comme pensée, imagination, la cognition, idée, ne proviennent pas du monde extérieur comme c'est le cas pour les 5 autres objets sensoriels, mais plutôt de l'activité de Manas avec les graines de notre conscience du tréfonds. Donc, Manas est en quelque sorte notre instinct de survie, mais en même temps, vous allez voir, elle constitue aussi notre défi monstrueux, parce que c'est elle qui gouverne, c'est elle qui donne naissance à notre ego, comme on verra un peu plus tard. Mais on n'ira pas trop en détail ce soir. Et voici un point de vue scientifique des impressions sensorielles. Vous voyez que l'œil perçoit la lumière, et vous savez, il y a la rétine qui est un transformateur miraculeux. Ils envoient le signal obtenu ou l'image par l'influx nerveux via le nerf optique qui va jusqu'à l'aire visuelle du cerveau. C'est incroyable. Chaque stimulus a son propre précepteur. L'œil, c'est la cochelée. À l'intérieur, si vous regardez une image sur l'anatomie de l'oreille, que vous pouvez obtenir sur l'Internet, il suffit de taper « anatomie des oreilles ». Vous allez voir la cochelée. Et puis tout ça aussi est acheminé vers l'aire auditive du cerveau. Ensuite, il y a la pression sur le corps, la douleur et la température. Le toucher. Et vous savez, récemment, bien que le récepteur soit la peau, mais au niveau du cerveau, il y a aussi un récepteur. Et 2 scientifiques américains ont découvert quels sont ces récepteurs au niveau du cerveau pour la chaleur, la température, la douleur, la pression. Et ils ont gagné récemment le prix Nobel, si vous avez le temps de regarder sur les nouvelles. Ensuite, il y a l'odeur, et puis en terminant, il y a la saveur. Donc ça, c'est en termes d'impression sensorielle qui constitue la deuxième nourriture. Je vous raconte maintenant l'histoire du célèbre poète Toiho. En chinois, on prononce Kuiho. C'est un poème qui a rayonné dans toutes les littératures des pays asiatiques. Et c'était pendant la dynastie des Tang. La dynastie des Tang, c'est vers les 7e jusqu'à 10e siècle. Et c'est au 7e siècle que vous vous rappelez le maître Xuanzang, Huanzhang en vietnamien, qui est allé en Inde
pour étudier à l'université de Nalanda. Pendant 4 ans, elle est revenue avec tous les sutras écrits en sanskrit ou en pali, et il les a traduits tous en chinois. Il est incroyable, ce maître Xuanzang. Et c'est à l'époque des dynasties de Tang que le bouddhisme a fait, comme je dirais, un grand arbre en Chine. Il a poussé cet arbre bouddhiste au point où on a parfois voulu amplifier l'image du Bouddha en taillant une statue de Bouddha à Leshan, qui se trouve au sud de Chengdu, dans le comté de Xi'an aujourd'hui. Et vous pouvez y aller et visiter. C'est un milieu où c'est un lieu touristique. La statue de Bouddha est taillée dans la roche. Elle mesure 73 mètres de haut et environ 30 mètres de large. C'est immense. Et le poète Cuihu, il a vécu pendant cette période. Un jour, il est allé à Chang'an, qui était la première capitale chinoise. Aujourd'hui, c'est Xi'an. Et pour passer l'examen, pour devenir l'officier du roi, il a échoué. Il était triste. Sur le chemin de retour, il a soif. Il est allé dans une ferme demandant de l'eau. Et c'est là où il voit des milliers de pêchers en fleurs. Et la fille du fermier, c'est-à-dire le propriétaire de la ferme, est sortie pour lui donner de l'eau. Et ses joues sont aussi roses que les fleurs de pêcher. Alors, il était tellement heureux, et vous voyez comment le contact et les impressions sensorielles ont resté chez lui. L'année suivante, il est revenu pour passer l'examen. Encore une autre fois, la première fois, il a échoué et il ne voyait plus la fille. Il est passé à la même ferme pour voir. Et la fille, je ne sais pas pour quelle raison, elle était absente. Donc, Cuihu a laissé un poème collé sur le mur. Et voici le poème. L'an dernier, ce jour, dans cette embrasure, son visage et les fleurs de pêcher se reflétaient rouges. Son visage, je ne sais où il est parti. Les fleurs rient toujours dans la brise de printemps. C'est incroyable, mais en vietnamien et en chinois, c'est tellement beau, avec l'accent qui monte et qui descend. Et la fille, en revenant, elle a vu le poème, elle le gardait d'une façon précieuse, et sans pouvoir rencontrer le poète, elle est tombée amoureuse avec une maladie d'amour. Et puis un jour, elle est presque en état d'agonie, elle était presque sur le point de mourir. Et quand Cuihu était au courant, on est allé le chercher, il est venu pour la voir, et son corps est encore tiède, et en voyant son corps, Cuihu a pleuré, et apparemment les larmes chaudes tombaient sur le corps de la jeune fille, et elle s'est réveillée. Les deux étaient tellement joyeux, et d'après la légende, ils se sont mariés et vivent heureux depuis. C'est une histoire pour montrer jusqu'à quel point nos impressions sensorielles sont tellement fortes. Voilà, je passe à la suivante. Et je vous montre ici une étude que j'ai faite il y a à peu près 3 ans pour comment faire quand une émotion forte nous envahit. Alors, je fais de la recherche et j'ai trouvé que d'abord, il faut pratiquer l'arrêt. Il faut qu'on soit conscient de cette sensation, de cette émotion. Parce que si on n'arrête pas, on n'aurait pas l'occasion de voir qu'est-ce que c'est. Donc, tout simplement pour être avec cette émotion.
qui est une sorte d'attitude d'acceptation ouverte. Et puis, petit à petit, on identifie où je suis en colère, où je suis triste, où j'ai beaucoup de remords. Alors, on arrive à connaître la sensation, l'émotion en nous. Et puis, il faut accepter, c'est-à-dire, on doit, d'une façon mentale, agréer et accepter qu'on est en train d'expérimenter cette émotion intense. Et puis on l'embrasse comme la maman embrasse un bébé, sans rejeter, sans juger, sans ignorer, sans essayer d'être plus forte que l'émotion. Tout simplement, la prend en nous. Et puis l'étape 4, c'est de savoir que tout est impermanent. Ces émotions fortes vont éventuellement disparaître. Comme on disait souvent, les sentiments viennent et partir, vont et viennent. Et puis, on pratique le regard profond, vipassana. Regarde les causes de notre colère, les causes de notre tristesse, si on peut les trouver. Qu'est-ce qui cause notre inconfort? Ça pourrait être des pensées particulières. Ça pourrait être aussi notre anxiété ou souci envers quelque chose ou envers quelqu'un. Alors, peut-être c'est un événement qui était arrivé et on a eu une sorte de réponse ou une sorte de réaction causée par notre habitude habituelle. Et on doit réfléchir sur comment répondre à ce qui se passe. Ça pourrait être simplement une émotion simple qu'on observe pour l'instant. Et puis, on doit faire confiance à nous-mêmes pour choisir une réponse appropriée et rester bien ouvert aux résultats de notre réaction. Je suis en colère et après avoir bien embrassé ma colère, je suis allé voir la personne qui a causé cette colère pour lui dire ce que je pense. Mais là, vous avez déjà traversé les 5 étapes et votre réaction est déjà mieux réfléchie et bien pensée. Donc, vous allez voir comment la personne réagit, c'est-à-dire de rester bien ouvert aux résultats. Et la suite, n'est-ce pas? Et voilà, la troisième maintenant, nourriture, c'est la volition. La volition, c'est quelque chose qui se passe comme une volonté, mais qui n'a pas encore été transmis ou transformé en acte. C'est l'événement par lequel l'individu se met en mesure d'agir en vue d'un résultat. Donc, c'est comme si vous êtes en train de formuler un choix. Alors, les 5 formations mentales universelles, si vous vous rappelez, il y a le contact, ensuite l'attention, ensuite, si vous vous rappelez bien, il y a le feeling, c'est-à-dire la sensation, ensuite la perception, et puis tout d'un coup, bang, la volition. L'exemple que je donne souvent, c'est que je passe à l'intérieur dans un shopping, le centre des magasins, et je vois un beau manteau sur le mur. Et je commence à porter attention à ce manteau. Et puis je développe une sorte de sensation agréable en m'imaginant de porter ce manteau pendant l'hiver. Et puis, tout d'un coup, j'ai de la perception que je vais être tellement heureux d'avoir ce manteau sur moi. Mais je ne vais pas beaucoup d'argent ce jour-là, alors que plus tard, une semaine plus tard, je reviens au même magasin, et puis bang, la volition me pousse à acheter le manteau.
Vous voyez la quatrième nourriture. La cinquième, c'est la conscience. Alors ça, c'est beaucoup plus complexe. Je vous donne ici les 3 principes du village des pruniers, écrits ou composés par Thay. Il y a en tout 40. Je prends les 3 derniers sur la conscience pour vous montrer, et je vais vous lire. La conscience du tréfonds a la capacité d'apprendre, de stocker, de protéger, de répondre, de nourrir, de guérir et de continuer. Vous voyez, c'était vraiment la base de tout. Sa fonction est d'établir une base de données et des habitudes inconscientes de répondre aux situations, ce qui rend possible pour un être humain d'agir sur pilotage automatique. C'est incroyable, ça gouverne toute notre vie, cette base de conscience du tréfonds. Et puis entre la conscience mentale et la conscience du tréfonds, il y a Manas, qui est comme un filtre. Manas a tendance à chercher la sécurité parce que ça nous protège. C'est un instinct de survie. Et le plaisir long et durable, il est ignorant de la loi de la modération, du danger de la recherche du plaisir et des bienfaits de la souffrance. Il ne voit pas la nécessité de mieux comprendre l'impermanence, le non-soi, l'inter-être, la compassion et la communication. Donc, vous voyez, Manas est vraiment notre voile ignorance. C'est pour ça qu'on appelle aussi cette conscience la conscience voilée. Et puis ensuite, avec la pratique de la pleine conscience, la concentration et la vision profonde, la conscience mentale peut apprendre et transmettre ses visions profondes à la conscience du tréfonds. Et laisser la conscience du tréfonds faire le travail de maturation, puis manifester les graines de sagesse qui sont déjà dans la conscience innée du tréfonds. Donc, vous voyez, la pratique de pleine conscience permet à la conscience mentale de vraiment teinter tout ce qui la traverse et puis de donner une sorte de signal de pleine conscience afin d'être pris par la conscience du tréfonds. Donc la pratique est importante parce qu'il y a déjà là une phase de transformation qui nous aide. Et voilà, je termine cette 4e nourriture en vous saluant tout bas, en vous remerciant encore pour votre écoute et votre présence.